Le café de la jeunesse perdue, qui est le titre du roman, euh, oui, je me suis inspiré. C'est un peu un amalgame de divers cafés qui étaient, qui n'existent plus aujourd'hui, euh, dont on peut mal imaginer d'ailleurs l'emplacement, qui était dans une zone un peu périphérique de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire plus vers l'Odéon c'est-à-dire c'était une zone qui était très étrange quand j'étais enfant. Maintenant, on ne peut plus du tout se rendre compte parce qu'il y a des magasins de luxe et tout ça. Et donc, c'est un des cafés qui était on peut dire, un des cafés qui était rue du Four. Il y avait des cafés très bizarres. Et aussi, j'ai fait un amalgame avec un autre café très étrange aussi, qui est un peu plus haut, plus vers le théâtre de l'Odéon, un café qui fait le coin de la rue de Condé et d'une toute petite rue qui descend vers le théâtre de l'Odéon et qui est toujours fermé pour le moment. Il existe encore, mais sous une autre forme. Je me suis inspiré de souvenirs personnels, de souvenirs presque d'enfance, mais sans vouloir placer ça dans une... C'est plutôt c'est devenu presque de l'imaginaire, parce qu'effectivement, je me suis basé sur des souvenirs très précis d'enfance, de ces cafés qui existaient du temps de mon enfance, où par hasard, j'allais parce que j'étais il y avait une fille des beaux-arts qui s'occupait de moi, parce que mes parents me s'occupaient pas du tout de moi, et qui m'emmenait dans ces cafés quand j'avais 7 8 ans. Et donc, cette image très forte s'est imprimée en moi, mais je n'ai pas du tout eu envie de reconstituer. Comme c'est un monde qui a complètement disparu, c'est devenu complètement imaginaire, ces cafés, maintenant. C'est une sorte de café imaginaire, mais quand même, je me suis axé sur des souvenirs d'enfance qui m'ont beaucoup imprégné. J'ai toujours trouvé que certains endroits de Paris étaient des aimants. Pour, Ça peut être pour différents motifs. Euh, Quelquefois, on dérive vers on finit toujours par dériver vers des points très précis. Alors, quelquefois, sans s'en rendre, pour des motifs bizarres, par exemple, euh, par exemple, il y a un exemple, euh, il y a une sorte de, quelquefois, c'est quand les choses sont en pente, par exemple, on ne se rend pas compte, mais le quartier Saint-Lazare, par exemple, il y a un creux, c'est l'endroit le plus bas de Paris, et donc, on peut dire par exemple que tout autour de la gare Saint-Lazare, il y a une sorte, on dérive. Ça a toujours été un endroit très bizarre, peut-être moins maintenant, mais c'était comme une sorte de creux de Paris. Et puis après, il y avait la montée vers Tout ça, c'est lié à la topographie aussi, c'est lié à des choses imperceptibles en fait. Dans le roman, je fais allusion à ce que j'appelle les zones neutres dans Paris, c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs explications. C'est aussi parce que ces zones soi-disant neutres, quelquefois, c'est-à-dire des quartiers un peu qui sont un peu anonymes ou qui n'ont pas d'intérêt touristique, quelquefois, ce sont ces quartiers-là où l'imagination peut quelquefois le mieux travailler parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de choses vraiment particulières dans ces quartiers. Et c'est là où l'imagination peut travailler parce qu'on peut créer une sorte de surréalité dans ces quartiers qui ont l'air assez banaux, une sorte de banalité. Et quand je pensais aux zones neutres, c'était un peu ça. Et aussi, ça veut dire aussi les quartiers où on est un peu en expectative. J'ai souvent été dans des quartiers un peu périphériques, à la lisière de Paris, ou dans des quartiers où on est en marge de quelque chose. Et donc, ça peut s'appliquer aussi à ça, le terme zone neutre. J'ai écrit vers la fin du livre, les fantômes eux-mêmes étaient morts, c'est-à-dire parce que peut-être sans en avoir une claire conscience, je voulais indiquer que ce n'était pas un roman qui était une reconstitution d'une époque précise,
C'est-à-dire que on est dans l'imaginaire pur, c'est-à-dire que comme le monde auquel j'ai pensé a complètement disparu, il est devenu un monde totalement intérieur, totalement imaginaire, et même les fantômes de cette époque sont morts, donc il ne reste plus qu'une sorte d'imaginaire et détaché presque de la réalité. Le personnage central du livre, qui s'appelle Luki, évidemment, c'est un grand compliment de dire qu'on pourrait la considérer comme une autre Nadja. Évidemment, il y a une sorte comment dirais-je, de ressemblance. Peut-être la seule différence, c'est que ça se passe dans une sorte de Paris, à travers Paris, comme dans Nadja. La seule différence, évidemment, c'est que dans Nadja, il y avait un côté presque. Le personnage, il y avait une sorte d'arrière-fond un peu psychiatrique. Et là, c'est peut-être quelque chose de plus élégiaque, plus idyllique. Enfin, Nadja était aussi très idyllique. Il y a un côté plus élégiaque, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de parallèle, puisque chez Breton aussi, il y avait cette espèce d'obsession de Paris, des déambulations urbaines que fait Nadja. Enfin, les rencontres avec Nadja, c'est vrai qu'il y a une sorte de ressemblance.